Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux tout simplement commencer en te posant cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Salut, ça fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, épisode très spécial. Comme tu l'auras vu au titre, je ne suis pas seul. Oh non, loin de là, j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi un invité de marque, un chercheur, un scientifique suisse qui s'appelle Monsieur Pascal Wagner-Egger, mais qui va se présenter à toi sous peu. Et c'est avec lui que j'ai eu la chance de parler d'un concept très intéressant qui est les biais cognitifs. Alors pour te mettre dans le contexte, parce que tu te demandes sûrement pourquoi on parle de biais cognitifs, je t'ai jamais teasé ce potentiel épisode, etc., etc. Eh bien c'est simple. J'ai dû, durant ces 9 derniers mois, rédiger un travail de recherche, un travail de maturité qu'on l'appelle, dans le cadre de mes études. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à un stade où j'avais plein de questions à poser à des professionnels, à des experts en la matière. Et du coup, j'ai démarché quelques psychologues, quelques chercheurs, pour pouvoir avoir les réponses à mes questions et potentiellement aussi avoir une interview avec eux que je pourrais diffuser ici sur ce podcast. Et j'ai du coup eu une réponse positive de monsieur Pascal Wagner-Egger, qui est un chercheur suisse. Moi je suis aussi, tu vois, c'est encore mieux, j'ai envie de te dire, c'est un plus quoi. Non mais je suis tombé sur ce chercheur, et je l'ai démarché parce que quand j'ai commencé ce travail de recherche, j'ai acheté un livre qui s'appelle Méfiez-vous de votre cerveau, 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner, et qui du coup a été rédigé par monsieur Pascal Wagner-Egger, et d'office, son prénom et son nom m'est venu en tête, et j'ai été le démarcher dès le début, et du coup il a répondu présent à mon appel, et j'ai l'honneur de te présenter, de bientôt te laisser plutôt avec cet épisode fabuleux qui parle des biais cognitifs. Donc dans celui-ci, on va parler de plein de choses, donc on va déjà les définir. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? On va aussi définir un concept qui lui est inextricablement lié à ce biais cognitif, qui est l'heuristique. On va aussi parler du fonctionnement de ces derniers. On va parler de leur origine, aussi une question très intéressante, sommes-nous tous égaux face à ces biais ? Est-ce que si on vient d'une certaine partie du monde, on serait moins en proie ou plus en proie à certains biais ? Et aussi la question ultime, la question que tout le monde se pose, peut-on s'émanciper, peut-on s'exempter de ces biais cognitifs, de ces erreurs de jugement qui nous rongent et qui nous hantent au quotidien ? Et bien tout ça, on va en parler aujourd'hui avec monsieur Pascal Wagner-Egger. Et cela étant dit, je ne te fais pas plus attendre et te laisse avec l'épisode. Alors, bonjour Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions sur les biais cognitifs pour cet épisode, réalisé dans le cadre de mes études. Premièrement, comment allez-vous ? Bonjour, merci, bien, et vous ? Bien, écoutez, je vais très bien. Est-ce que vous voudriez vous présenter brièvement ? Oui, alors je fais de la recherche et de l'enseignement en psychologie sociale à l'université de Fribourg, en psychologie donc, et les enseignements aussi de statistiques et de psychologie sociale, donc il y a un versant un peu scientifique, recherche, et un versant sciences sociales avec la psychologie sociale, et je m'intéresse particulièrement aux croyances, aux mécanismes de pensée qui nous font croire certaines choses et pas d'autres. Bien parfait, je crois que vous êtes l'invité parfait pour cet épisode sur les biais cognitifs, parce que notamment vous avez écrit un livre récemment sur ceci, Méfiez-vous de votre cerveau, 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner. Oui, et puis c'est assez vulgarisé, donc il y a des dessins, c'est vraiment pour le grand public, donc si ça intéresse les gens, ça c'est voulu, facile d'accès, donc voilà. Oui, puis ça m'a grandement aidé, c'est une collaboration avec monsieur Gilles Belvaux, si je ne me trompe pas, oui, c'est qui est illustrateur. Oui, ça apporte vraiment quelque chose de sympa, et de tout public, en effet. Un peu d'humour. Exact, exact. Eh bien, la première chose à faire, ce serait de définir ce concept qu'est les biais cognitifs. Alors, comment expliqueriez-vous ce qu'est un biais cognitif ? Alors, biais cognitif, il y a deux termes à expliquer. C'est une erreur de raisonnement, donc l'idée de biais, d'erreur,
et cognitif, c'est-à-dire qui a trait à notre façon de traiter l'information et de penser plus largement. Donc c'est une erreur de raisonnement due à l'utilisation d'une heuristique. Alors il y a un autre terme qu'il faut définir maintenant, Oui. mais l'heuristique c'est un raisonnement court, facile et simple qui justement alors peut dans certaines circonstances être efficace, mais qui peut se révéler un peu trop simple et nous tromper dans d'autres circonstances. L'exemple qu'on donne toujours, c'est le fait, d'ailleurs, cet exemple permet aussi de, de sentir qu'on peut vivre dans nos têtes ce que c'est qu'un biais cognitif. Si on fait l'expérience d'aller dans une forêt, une forêt sombre, un peu à la tombée de la nuit, et que votre téléphone portable la batterie est à plat, parce que souvent quand on en a besoin, il n'y a plus de batterie, et vous êtes obligé d'aller dans cette forêt, vous êtes obligé de la traverser pour rentrer chez vous. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde, hommes, femmes, il y a des expériences qui ont été faites où on voit des gens, ils leur ont mis une petite caméra qui permet de voir dans la nuit, et ils leur ont dit voilà, vous marchez tout droit dans une forêt inconnue, et ensuite on vous accueille de l'autre côté 20 minutes plus loin. Et là, les gens, justement, hommes ou femmes, courageux ou pas, tout le monde commence un peu à stresser, c'est-à-dire on commence à entendre des bruits, on ne sait pas ce que c'est que ces bruits, on tourne la tête et on commence à voir des ombres, à avoir l'impression d'avoir des ombres qui passent, on entend des craquements de branches, on entend le vent, etc. Et très vite, on va commencer à avoir le cœur qui bat plus vite, on va accélérer le pas, et on va avoir peur. Donc, pratiquement tout le monde, sauf exception. Et ça, c'est justement, ça illustre bien ce que c'est qu'un biais cognitif, c'est-à-dire que dans cette forêt en Suisse, dans une forêt standard, il n'y a à peu près aucun danger. Donc, c'est-à-dire que ces bruits qu'on entend, ça peut être des petits animaux inoffensifs, ça peut être le vent, ça peut être aussi un être humain qui se promène par là et qui ne nous veut pas de mal, parce que la plupart des êtres humains, heureusement, ne nous veulent pas de mal. Et donc voilà, on va se tromper en pensant que ces bruits sont du danger. Et c'est comme ça qu'on imagine les biais cognitifs seraient apparus dans nos cerveaux, dans nos têtes, c'est-à-dire que c'est très utile pour la survie. Et nous autres êtres humains, on a été forgés par des millions d'années, si on compte les animaux qui nous ont précédés, puisqu'on a évolué de forme antérieure. Donc on a des millions d'années d'évolution dans un monde qui était dangereux, et qui l'est toujours pour une bonne partie de l'humanité, mais disons pour nous, ici en Suisse, beaucoup moins. Mais les organismes qui ont survécu sont ceux qui se sont le mieux adaptés à cet environnement dangereux. Donc le fait d'interpréter des bruits pour des dangers, ça a un effet, on va se tromper le plus souvent, c'est-à-dire le plus souvent c'est du vent, c'est sans danger, mais il suffit d'une seule fois sur 100 où c'était effectivement un prédateur qui par le passé était plus nombreux, pour que ça puisse nous sauver la vie, de partir en courant et d'avoir peur. Donc en fait, c'est comme ça qu'on explique pourquoi ces biais cognitifs sont toujours dans nos têtes. Ce serait justement parce qu'ils étaient utiles à la survie, et maintenant ils ne le sont plus vraiment. Alors bon, il y a le retour de l'ours ou du loup, mais ça ne concerne pas encore nos forêts du plateau. Donc voilà, on voit maintenant, c'est un petit peu cette idée-là des biais cognitifs, c'est-à-dire c'était adapté à un monde qui n'existe plus ou moins, et maintenant c'est un peu inadapté parce que justement cette tendance, par exemple, à associer un bruit à une intention malveillante, on appelle ça le biais d'intentionnalité. Et on constate que les êtres humains, on est très rapide à associer quand il se passe quelque chose, on va très vite se dire mais c'est qu'il y a un être humain là derrière qui nous veut du mal. Et ça, justement, c'est à l'origine de certaines croyances comme les théories du complot. Se dire l'accident de la princesse Diana, par exemple, c'est un accident, la version officielle, c'est un accident de la route, l'état d'ébriété du chauffeur qui voulait échapper au paparazzi, et il y a eu un accident, elle est morte. Mais le biais d'intentionnalité va nous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une intention humaine là derrière? Est-ce que ce n'était pas plutôt les services secrets qui voulaient éliminer Diana? Ça, c'est la théorie du complot, qui voulaient éliminer Diana parce qu'elle allait épouser Dodi Al-Fayed, qui était un musulman. Et donc, la famille royale n'aurait pas voulu qu'il y ait un musulman dans leur famille, parce que Diana était toujours princesse, elle gardait son titre. Donc là, on voit ce biais d'intentionnalité, et il est peut-être aussi à l'origine des religions, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que dans le monde, il y ait des êtres doués d'intention qui aient créé le monde, mais beaucoup de gens y croient. Donc voilà comment seraient apparus ces biais cognitifs, et voilà un petit peu l'explication, la définition. Donc
l'erreur finalement qui découle d'une heuristique, d'un schéma de Voilà, c'est ça. pensée. Oui, Mhm. ok. L'heuristique, c'est le raisonnement rapide, donc c'est de se dire, Mhm. ce bruit, c'est un prédateur. Et ça, bah, c'est utile pour la survie, mais pour la vérité, c'est pas très utile parce qu'on va se tromper le plus souvent. C'est pour ça que ces biais cognitifs, c'est intéressant aussi de les étudier actuellement parce que Mhm. ils nous piègent aussi dans notre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux, quand on voit des informations, on aura Mhm. très vite ce biais d'intentionnalité. On va se dire, mais à qui profite le crime dès qu'il se passe quelque chose? Oui. Et on va penser que celui ou celle à qui profite le crime est le ou la responsable. Alors, Mhm. c'est possible hein, que, évidemment, parmi enfin, le responsable d'un crime, bah, il profite du crime, mais il y a aussi d'autres personnes qui profitent du crime et qui ne sont pas responsables. Donc en fait, Mhm. on commet une erreur de raisonnement en disant à qui profite le crime, donc c'est le coupable. Et par contre, c'est une heuristique, ça va très vite. Oui, Alors que oui. pour savoir si quelqu'un est coupable ou non, il faut toute une enquête de police, des preuves, un Mhm. tribunal, Mhm. etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps et d'efforts. Donc voilà, ces biais cognitifs, en fait, c'est des heuristiques, des raisonnements très rapides, simplifiés, qui nous mènent le plus souvent à l'erreur, mais qui pouvaient être utiles dans certaines situations où, quand le monde Mhm. était plus dangereux. Mhm. Un modèle qui est souvent utilisé quand on parle de biais cognitifs, et même de cognition de manière générale, c'est le système, les deux vitesses de pensée. Vous savez, le Mhm. livre de Monsieur Daniel Kahneman. Est-ce que ce serait possible de l'expliquer brièvement et est-ce que, selon vous, c'est le modèle le plus, je dirais pas abouti, mais le plus pertinent pour expliquer ceci ou est-ce qu'il est peut-être trop vulgarisé ou comme cela? Non, c'est justement la suite de l'explication, en fait, c'est que donc, c'est le modèle qui est effectivement le plus, disons, où il y a le plus de psychologues qui pensent qu'il Mhm, est mhm. vrai, qu'il y a quelque chose de vrai. Alors, c'est toujours une hypothèse scientifique. On est en train de faire Oui. des recherches maintenant aussi plus en neurosciences aussi pour essayer de voir s'il n'y a pas des traces dans nos cerveaux de ces deux systèmes de pensée. Donc, Ok. l'hypothèse, c'est qu'il y aurait non pas un, mais deux systèmes de pensée principaux dans notre cerveau. Mhm, Et le système 1, qui serait justement plus intuitif, rapide, est lié à la survie. Donc c'est justement à ça que seraient liés les biais cognitifs. À oui. ce système 1 qui agit en fait toujours, que tous les êtres humains auraient, et qui agit sans effort. Donc quand on est le soir fatigué devant les nouvelles, on regarde notre téléphone, on Mhm, scrolle, voilà, on se dit ah, incroyable, il y a ceci qui s'est passé dans le monde, et oui. on ne va pas chercher à vérifier l'information. Ça, ce serait plutôt le système 2 qu'on appelle plus analytique. Mhm, mhm. Alors, le système 1, on l'appelle heuristique ou intuitif. Oui. Et le système 2, il serait plus lent, moins automatique, et on l'appelle le système analytique, donc c'est plus l'analyse des choses. Mhm, Comme exemple de système 2, ce serait quand on fait des maths, par exemple, on doit se concentrer, ça prend de l'énergie, hein, on a besoin de sucre, on a besoin de mhm, manger, on mhm. est vite fatigué, on transpire, On on a chauffe, oui. chaud, voilà, Mhm, ça c'est vraiment l'idée mhm. du système 2. Et selon ce modèle des deux systèmes, bah, en fait, le système 1, bah, il est justement, il ne prend pas d'effort. Hein, on se dit, ah, incroyable, hein, ceci c'est vrai, on ne vérifie Mhm. pas, donc ça ne prend pas d'effort. Oui. Ou alors, bah, à ce bruit, où là, je crois que c'est un danger, donc je pars en courant. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts, sauf la Mhm, course, mais mhm. le fait d'y penser prend aucun effort. Alors que de vérifier, qu'est-ce que c'est que ce bruit, je vais aller m'approcher, ça peut être dangereux. Oui, Mais oui. c'est la seule chose qui permettrait de découvrir la vérité. Donc Mhm, voilà, le système 2, il prend beaucoup plus d'efforts. Et selon ce modèle, bah, le système 1 fonctionne par défaut et le système 2 peut ou non l'inhiber. C'est ça mhm. l'idée. Et je fais souvent la plaisanterie d'une citation de Serge Gainsbourg qui disait que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Et c'est un petit peu l'idée des deux systèmes, c'est-à-dire que si on laisse notre système 1 agir, ben on va Mhm, avoir des pensées intuitives, alors qui sont peut-être vraies dans certains cas. Hein. Parfois, notre intuition, on se dit, ouh là, je vais louper mon train, et on se met à courir, ça peut être vrai. Mais la mhm, plupart du temps, voilà, et surtout dans ce qui concerne la connaissance, notre intuition n'est pas forcément bonne. On voit que mhm. les scientifiques, ils doivent faire des études scientifiques, parce que leurs intuitions sont la plupart du temps fausses. Donc notre intuition nous tromperait, mais elle est automatique, elle est facile. Et c'est notre système 2 qui devrait prendre le relais, nous dire non mais attention, ce bruit, pense aux probabilités dans une forêt en Suisse en Oui. 2020, il n'y a quasiment aucun danger. Donc on va se raisonner. Et c'est un peu cette idée de langage intérieur, hein, c'est un petit peu Mhm, les deux systèmes qui pourraient agir dans nos têtes. mhm. Et donc, du coup, les heuristiques découleraient du système 1 plutôt que le système 2 d'office. Oui, Mais exact. ces deux systèmes, du coup, d'où est-ce qu'ils... Enfin,
on pense que c'est l'évolution du coup qui nous a dotés de ce de systèmes de pensée, comme vous l'avez expliqué avant avec cet aspect de faux positif et de faux négatif, histoire de survivre, de ne pas prendre de risques. Mhm. Mais est-ce qu'il y aurait une autre origine à ces heuristiques, à ces biais par extension, du style l'environnement social par exemple ou autre? Alors, pour ces biais dont on a parlé qui sont liés à la survie, là, on peut faire l'hypothèse d'une origine qui serait vraiment câblée dans nos cerveaux, puisque ça, c'est l'évolution. Mais effectivement, il y a d'autres biais cognitifs qu'on range dans cette catégorie, mais qui ne sont pas de même nature. C'est-à-dire, je parle parfois de biais dans mon livre, de biais psychologiques. Mhm. Les biais psychologiques, c'est plus par rapport à notre personnalité et les autres. C'est des Mhm. biais cognitif aussi, parce que ça se passe aussi dans nos têtes, mais ça concerne plus vraiment le traitement de l'information et la perception du danger. C'est par exemple, un que j'aime bien, c'est celui qu'on appelle l'effet mieux que la moyenne, c'est-à-dire que c'est une tendance que tout le monde a tendance à penser qu'il ou elle est mieux que la moyenne. Et en fait, en moyenne, on ne peut pas tous être mieux que la moyenne. Hein. Donc, Il y a une si erreur. vous avez une distribution statistique qui est régulière, qui est symétrique, vous avez 50% des gens qui sont en dessous de la moyenne et 50% qui sont au-dessus. D'office. Voilà. Donc voilà, exactement. Donc là, il y a un biais, il y a une erreur parce que tout le monde pense qu'il ou elle est un peu mieux que la moyenne, mais ça s'explique aussi assez simplement de façon psychologique, c'est-à-dire que quand on demande aux gens de se juger, est-ce que vous pensez que vous êtes intelligent, sympathique, créatif, etc. Et on Mhm. demande par rapport à la moyenne, hein, par rapport à une personne inconnue que vous ne connaissez pas, voilà. Mhm. Et en moyenne, les gens donc se jugent mieux que les autres ou qu'une personne inconnue. Et donc il y a un biais parce que tout le monde ne peut pas être mieux que la moyenne, sinon la moyenne elle augmente. Oui, sinon Euh, il y a un problème voilà. exact. Exactement. Donc ça, c'est un biais qui est psychologique et qui serait plutôt appris dans le sens où c'est plutôt par rapport au développement de notre identité parce que imaginez si on fait l'inverse, si on pense qu'on est toujours moins bien que la moyenne, bah, ça mène tout droit à la dépression. Mhm, Si on mhm. pense qu'on est plus stupide, qu'on est moins sympathique, qu'on est moins créatif que les autres, bah, ça mène à la dépression. Donc c'est très utile psychologiquement cet effet, ce biais cognitif, hein, si on veut, il est utile pour notre identité, pour notre Mhm. image de nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on apprendrait durant notre vie, donc ce Mhm. seraient des biais cognitifs qui seraient appris, et il y en a d'autres qui sont même encore plus de nature sociale, qui ne concernent pas seulement notre personnalité, mais Les groupes. nous par rapport aux autres. On peut citer Mhm. le biais de conformisme, on a toutes et tous des exemples où les gens ont tendance à se conformer à la majorité, faire comme les autres. Le meilleur Mhm. exemple, c'est la mode vestimentaire. On voit bien, surtout à l'adolescence, mais tout au long de la vie aussi, que tout à coup les gens commencent à vouloir s'habiller toutes et tous de la même façon. Alors, la mode, c'est exactement ça. Et on se sent mieux, on se sent plus beau, on se sent, etc. Alors que Mhm. finalement, hein, ces modes, elles sont complètement arbitraires. Certaines choses reviennent 30 ou 40 ans plus tard. Et c'est des choses qui sont jugées affreuses ou moches. Bah, 30 ans plus tard, c'est la mode. Donc voilà, ça Mhm. c'est aussi un Mhm. bon exemple de biais sociaux et Oui. culturels. C'est ce qu'on apprend durant notre socialisation qui créerait ces biais-là. Ok. Et du coup, ben, comment est-ce que c'est possible en fait de classifier les biais? Je sais qu'il y a plusieurs modèles possibles. On peut classifier, par exemple, selon les heuristiques. C'est l'approche utilisée par Daniel Kahneman, il me semble. On Mhm. peut classifier selon les sphères sociales, comme vous avez dit, niveau individuel, interpersonnel, intergroupe, ou encore selon les besoins psychologiques. Vous, dans votre livre, vous parlez du codex des biais cognitifs. Est-ce que Oui. c'est selon vous le meilleur modèle ou le modèle le plus abouti, encore une fois, pour, sachant que tous les modèles ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas Mhm. exclusifs. Ils cohabitent ensemble, ils coexistent ensemble. Lequel est selon vous Oui. le plus pertinent peut-être? Oui, alors le codex, c'est plus une liste, hein, d'un regroupement de tous ces biais, mais c'est vrai qu'il y a une Mhm. classification qui est faite, et oui, elle est assez pertinente. Il y en a toujours plusieurs possibles, mais nous, on a repris celle-ci parce qu'elle nous paraissait assez Mhm. pertinente. Par contre, c'est vrai que dans ce codex, hein, il y a des centaines de biais qui sont décrits, et c'est sans doute Ouais. un peu trop, c'est-à-dire que on constate, même nous, dans notre livre, on en a mis 30, et Mhm. l'éditeur nous a demandé, vous voulez pas en mettre 40 ou 50 ou 60, et en cherchant d'autres, on s'est dit, mais ça ressemble quand même beaucoup à ceux qui sont Ouais, déjà ouais, là. ouais. Donc en fait, la plupart des chercheuses et chercheurs en psychologie cognitive, puisque l'étude des biais cognitifs, c'est surtout la psychologie cognitive ou Mhm. sociale, nous aussi, puisque ça concerne aussi le social, eh bien, on est d'avis qu'il y en aurait plutôt quelques dizaines. Donc voilà, on Ok, est ouais, plutôt vers ce c'est chiffre-là. Voilà. Parce qu'après, tous les autres, c'est des variantes sur un thème commun. Le biais de Mhm. confirmation, par exemple, c'est une tendance qu'on a à confirmer nos croyances. Mhm. Et il y a des dizaines
d'instances légèrement différentes de ce biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça peut être dans notre mémoire. On rappelle plus facilement des éléments qui concordent avec nos croyances actuelles. Donc, notre mémoire nous fait penser que nos croyances actuelles sont vraies, mais tout simplement parce qu'on se rappelle mieux des éléments qui vont dans le sens de nos croyances et on se rappelle moins bien des éléments qu'on a pourtant tout aussi appris précédemment, et on s'en rappelle moins s'ils vont pas dans le sens de nos croyances. Donc ça, c'est un biais de confirmation mais qui concerne notre mémoire. Mais le biais de confirmation, il peut concerner, quand on évalue des travaux scientifiques, on a remarqué que si vous donnez deux études scientifiques similaires, mais l'une aboutit à une conclusion et l'autre aboutit à la conclusion inverse, selon la conclusion qu'on préfère, on va trouver que l'article qui défend notre conclusion est meilleur, alors que les deux articles sont vraiment de même qualité. Donc ça, c'est aussi le biais de confirmation, mais qui est dans un autre contexte, qui est plutôt le jugement actuel. Et il y a aussi le biais de confirmation dans le futur, où on va aller chercher sur Internet, si on pense que Diana est morte d'un complot, pour reprendre le même exemple, on va mettre Diana complot sur Internet et on va trouver des sites qui nous disent oui, il y a un complot parce que si, parce que ça. Alors que ce qu'il faudrait dire, faudrait mettre comme recherche mort de Diana, ou accident, complot, pas seulement complot. Et là, le biais de confirmation, il est plutôt dans le futur, c'est-à-dire que quand on recherche l'information, on peut, sans faire exprès ou en faisant exprès, trouver que des informations qui confirment ce qu'on croit ou ce qu'on pense. Et voilà, donc un même biais peut avoir des dizaines de façons de se manifester. Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il me semble qu'il y a une nomenclature, un jargon assez spécial dans ce codex des biais. Il y en a pas mal qui se ressemblent et les traductions sont assez farfelues des fois. C'est assez marrant. Mais du coup, ça rejoint une question que j'aurais voulu vous poser, c'est pourquoi avoir choisi en fait ces 30 biais-là? Du coup, même si vous y avez répondu en partie, c'est parce que c'est les biais principaux desquels déclinent d'autres, c'est ça? C'est juste? Voilà, c'est ça, c'est les plus importants ou les plus intéressants. Voilà, ou un exemple d'une catégorie de biais. Mais nous, on a choisi aussi des biais qui sont par rapport aux croyances, puisque c'est ce qui m'intéresse. Oui, c'est votre domaine de voilà, après, on aurait pu choisir d'autres biais. Par exemple, si on s'intéresse au marketing ou à la publicité, on va choisir plutôt des biais qui sont dans ce domaine-là. Ou si on étudie la résistance au changement climatique, à la résistance à l'acceptation qu'il y a un réchauffement climatique, donc le climato-scepticisme, ce sera d'autres biais, pas forcément les mêmes, qui seront en jeu. Donc après, ça dépend du domaine. Oui. Et quel est l'impact, quel est l'enjeu en fait actuel des biais cognitifs dans cette ère un peu de la désinformation, où tout va très vite, où on a accès justement à cette information de manière très simple? Vous avez cité, il me semble, monsieur Umberto Eco. C'est assez pertinent. Quel est, selon vous, du coup, l'enjeu actuel des biais cognitifs dans notre ère? L'enjeu actuel, c'est que, en fait, en un mot, c'est Internet, parce que ce que je dis toujours dans mes conférences, c'est que s'il n'y avait pas eu Internet et les réseaux sociaux, en fait, on ne parlerait pas, je ne serais pas en train de faire une conférence sur les biais cognitifs, ni ce podcast, parce qu'en fait, les biais cognitifs, ça existe depuis les années 70. Ça a commencé avec Kahneman et Tversky dans le domaine de la psychologie, plutôt prise de décision économique. Et en psychologie du raisonnement, c'était Peter Wheson en Angleterre. Et donc, ça a commencé dans les années vraiment 60-70. Et donc, il y a eu ça sortait pas vraiment du cadre de la psychologie cognitive. Et c'est depuis Internet, donc depuis 10 à 15 ans, que, en fait, on s'est rendu compte que sur Internet, en fait, nos heuristiques sont encore plus sollicités. Et d'ailleurs, dans toute situation de manipulation ou de propagande politique qui existait avant Internet, dans toutes ces situations-là, on cherche à nous influencer et nos biais cognitifs vont être justement très sollicités dans ces situations-là. Donc avec Internet, on est soumis à beaucoup plus d'informations, souvent non vérifiées, parce que y a plein de gens qui disent plein de choses sur Internet, et du coup là on a remarqué qu'on est particulièrement susceptible de commettre ces fameux biais. Ils seront amplifiés avec Internet. Et on a remarqué dans des études aussi que les biais cognitifs sont liés à des croyances non vérifiées, pour le dire de la façon la plus charitable. On ne peut pas dire qu'elles sont fausses parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas prouver qu'un complot n'existe pas. On ne peut pas prouver que les licornes n'existent pas. Donc aussi dans les théories parapsychologiques, les théories parascientifiques ou pseudo-scientifiques, on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses. Mais
ce qu'on dit en science, c'est que le fardeau de la preuve, il est à la charge de celles et ceux qui affirment qu'il existe un complot ou qu'il existe la télépathie, par exemple, la faculté de communiquer d'un cerveau à l'autre en pensant aux gens. Et voilà, hein, il y a des gens qui croient à ça, mais c'est le fardeau de la preuve est à eux. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des études scientifiques répétées qui ne donnent aucun doute sur le fait qu'il existe un phénomène qu'on appellera télépathie. Et pour l'instant, il y a eu des études d'ailleurs, hein, ceux qui ont été faites en psychologie, mais on n'a pas pu prouver que ça existait. Bon. Il y a des gens qui le croient quand même, justement, sur la base de biais cognitifs, parce qu'ils ont l'impression, ils ont l'intuition que, ou ils connaissent quelqu'un qui, et tout ça, c'est des biais cognitifs. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Ah oui, cette tendance d'accepter des croyances non vérifiées. Hein. Ou alors le complotisme, c'est ça aussi. Pour moi, je définis ça comme de la tendance à croire à l'existence de certains complots sans preuve suffisante. Parce qu'il existe des vrais complots dans l'histoire, il y en a eu et il y en aura toujours. Simplement, les vrais complots, ce qu'on appelle les vrais complots, ils ont été prouvés de nouveau par des enquêtes et qui ont identifié des coupables et ça a fini devant un tribunal, comme par exemple le complot de l'industrie du tabac. Vous en avez entendu parler sans doute. Hein, pendant des décennies, les grands patrons qui étaient 7 ont caché au grand public les dangers de la nicotine, les dangers d'addiction. Et même, ils ont financé des scientifiques pour dire non, le tabac n'est pas dangereux, des publicités, bien sûr. Et donc, ça a fini devant un tribunal et ils ont été condamnés à de lourdes amendes. Donc, peut-être qu'ils auraient dû être condamnés plus que ça. Mais, au moins, disons, on a prouvé par des documents, par des lettres, on a pu prouver que le complot existait. Le complotisme ou les théories du complot, c'est pas la même chose, hein, c'est une méthode très différente et ça c'est important de dire aux personnes qui croient à ces théories, c'est que en fait la méthode est complètement différente, c'est-à-dire on va croire à des complots ou accuser certaines personnes de complot sans preuve suffisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans le cas d'une enquête, des preuves qu'on va faire valider devant un tribunal, on a juste ce qu'on appelle des données erratiques ou des anomalies apparentes dans la version officielle. On va dire, regardez, c'est bizarre, le 11 septembre, la façon dont les tours se sont effondrées. Et on n'a pas de moyens, nous, hein, ça c'est vraiment la pensée intuitive, c'est bizarre, mais pourquoi ce serait bizarre? On n'a pas fait l'expérience d'envoyer un avion, parce qu'on ne pourrait pas le faire, dans un building pour voir ce qui se passe. Et on ne peut pas répéter l'expérience de façon scientifique comme on pourrait le faire pour voir ce qui se passe. Donc en fait, on n'a pas peut-être que c'est bizarre, mais peut-être que ça l'est pas du tout, en fait, la façon dont les tours s'effondrent. Et il y a d'ailleurs des ingénieurs qui disent que c'est bizarre, et il y a d'autres ingénieurs qui disent non, c'est pas bizarre. Donc en fait, on ne sait pas. Et le complotisme, c'est à partir d'un doute, d'une anomalie possible qui n'est pas sûre, c'est de se dire, il y a eu un complot parce que c'est bizarre. Et ça, justement, c'est un peu la même chose que mon exemple de la télépathie, hein, c'est que peut-être que c'est vrai que c'était un complot, mais en fait on croit sur des bases insuffisantes. Donc on s'est rendu compte que ces croyances qu'on appelle paranormales, la télépathie, l'astrologie, les vies antérieures, ce genre de choses, ou les théories du complot, ces croyances sont liées à ce système 1, à cette pensée intuitive et à des biais cognitifs. Donc voilà, il y a des études qui montrent ceci. C'est pour ça que l'intérêt des biais cognitifs, ce serait justement de dire développons notre système 2 pour essayer de lutter contre ces biais cognitifs au moyen d'un enseignement à l'esprit critique, hein, en les étudiant, déjà de les connaître, ces biais cognitifs, ça nous aide à se dire, mais attention, typiquement, il y a un des biais que je cite le plus souvent, c'est le biais de corrélation illusoire. Hein, c'est le fait à partir de deux éléments qui ont lieu à peu près en même temps, on va en tirer qu'il y a un lien entre les deux et même un lien de causalité. Donc l'exemple, ce qu'on va dire, par exemple, vous êtes malade, vous faites quelque chose, vous faites par exemple une prière chamanique et vous guérissez. Et là, on va se dire, parce que heureusement on guérit le plus souvent de nos maladies, mais on va se dire, c'est ce que j'ai fait qui m'a aidé à guérir. Mais en fait, on n'est pas sûr. C'est un biais cognitif parce que peut-être que c'est la prière chamanique, mais ça peut être toute autre chose. Peut-être qu'on a guéri de toute manière. Peut-être que c'était quelque chose. C'est comme l'homéopathie. Voilà, exactement. On a l'impression que c'est ça, mais en fait, ça, c'est un biais cognitif. Et j'ai perdu le fil. Je vous disais ça, pourquoi ce biais de corrélation illusoire, oui. Oui, les croyances non vérifiées, hein, le fait qu'on accepte trop facilement certaines croyances. Justement, typiquement, pour savoir si cette prière chamanique est utile pour nous guérir, il faut faire des études scientifiques pendant des années, il faut se former à la méthode scientifique, il faut devenir médecin, et ça va prendre 30 ans donc, pour essayer d'avoir des preuves. Donc, on voit bien ici que
le raisonnement rapide, il est beaucoup plus simple. Et sur Internet, on sera sans cesse avec ce raisonnement-là. Pendant la pandémie, par exemple, on va se dire « Ah, mais c'est bizarre, cette personne, elle s'est fait vacciner, puis 3 jours après, elle est morte. » Et là, c'est un biais de corrélation illusoire. Peut-être que c'est le vaccin, mais peut-être que non. Et pour le savoir, il faudrait des grandes études où comparer les vaccinés et les non-vaccinés et voir le taux de mortalité après. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que non, les vaccinés ne sont pas morts plus souvent que les non-vaccinés. Donc en fait, voilà, c'est pour dire que sur Internet, en fait, on va être constamment soumis à des raisonnements, des heuristiques comme ça qui sont le plus souvent fausses. En tout cas, dans le domaine de la médecine, ça marche pas. Et c'est un danger parce que c'est lié à toutes sortes de croyances anti-scientifiques, anti-vax, complotistes. Et c'est pour ça que c'est utile, disons, de lutter contre les biais cognitifs. Oui. Et puis d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez avant, le terme théorie, peut-être que c'est pas la théorie du complot, le théorie, c'est peut-être pas le meilleur mot. Voilà, parce que théorie, ça veut dire une théorie scientifique, c'est quelque chose de très complexe avec plein de concepts. Ce qu'on appelle théorie du complot, c'est plutôt un vague soupçon. C'est-à-dire, on se dit, c'est eux qui. Le virus vient de Chine, donc c'est les Chinois qui l'ont envoyé sur Terre. Voilà, c'est plutôt une vague accusation. Donc, effectivement, on parle peut-être plutôt d'accusation de complot ou de soupçon de complot. Est-ce que, ça c'est une question qui me vient comme ça, le concept de friction cognitive, il pourrait rentrer en compte dans le fait est qu'on utilise le système 1 plus que le système 2, par exemple, une information qui nous serait amenée sur Internet, il y aurait peut-être une certaine friction à aller chercher, à aller voir les sources, à aller lire tout ça. Est-ce que ça peut aussi rentrer en compte dans le fait que notre cerveau inconsciemment favorise le système 1 au système 2 ? Oui, c'est vrai que il y a à la fois l'aspect d'effort cognitif, c'est-à-dire que on est comme d'ailleurs pour l'aspect physique, on est souvent un peu paresseux, c'est-à-dire que vous avez déjà vu quand il y a un chemin qui mène à l'école par exemple, et s'il y a un petit virage, les gens vont commencer à couper le virage et ensuite il y aura un sentier qui va se faire tout droit, donc juste pour économiser quelques secondes. Donc en fait, au niveau de la pensée, l'idée c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des ressources, on a le cerveau, c'est une merveilleuse machine, mais qui demande énormément d'énergie. Et donc, si le cerveau peut fonctionner d'une façon économe, on va préférer, ça va être plus efficace. Donc, oui, il y a à la fois cet aspect d'économie. Et vous parliez de friction, alors on parle plutôt de dissonance cognitive, c'est-à-dire que, enfin, c'est un terme un peu différent, mais on pourrait l'utiliser dans ce sens-là aussi, que effectivement, le système 2, d'activer le système 2, déjà, il faut faire un effort parce que se dire, mais est-ce que vraiment mon intuition ou est-ce que vraiment cette personne est morte du vaccin, ça demande après toutes sortes d'efforts à faire. Donc, il y a les efforts et effectivement, il y a l'idée de friction ou de dissonance, c'est que on va essayer de contredire notre intuition, donc c'est plus facile de se laisser aller par notre intuition, de se dire ah ouais incroyable, c'est étonnant, donc il y a un complot. Ce sera plus, ça peut être désagréable, surtout si on croit déjà à certains complots ou si on croit au paranormal. D'aller chercher des informations qui contredisent nos croyances, effectivement, c'est pas facile. À la fois parce que ça prend de l'énergie, des efforts, mais aussi parce que ça nous remet en question notre vision du monde. Et ça, les scientifiques sont un peu les seuls à le faire, même si, même eux, ils aiment pas trop le faire. C'est-à-dire abandonner une théorie qui marche bien ou que la théorie à laquelle on a mis son nom, les scientifiques vont aussi résister à ça. Mais c'est le seul domaine de la pensée humaine où on peut être forcé d'abandonner une théorie pour une autre. Parce que les données des expériences, parce que les jeunes chercheurs et chercheuses qui disent aux plus vieux non mais arrêtez avec cette vieille théorie qui marche pas, parce que des fois justement les vieux s'accrochent et c'est les jeunes en marge qui apportent des preuves de la nouvelle théorie. Voilà, ça se passe parfois comme ça. Et bien là aussi on voit que ça demande des efforts à la fois cognitifs, mais aussi des efforts pour revenir sur des choses qu'on croyait vraies. Alors maintenant, on passe sur un autre penchant des questions, un penchant qui est plus, on dirait, qui nous concerne plus tous. Est-ce que sommes-nous tous égaux face aux biais ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins à être victimes de certains biais ? Est-ce qu'il y a une différence interindividuelle, individuelle, ou est-ce qu'il y a une différence selon les sexes, la géographie, ou est-ce qu'on est globalement tous dans le même bateau ? Alors, bonne question. On n'a pas beaucoup d'études vraiment sur cet aspect-là, mais c'est justement là-dessus que maintenant on fait de plus en plus d'études. Selon la théorie, tout le monde aurait ce système 1 qui fonctionne.
Et d'ailleurs, on a des façons de mesurer, hein, le système 1 et le système 2, c'est justement des petits calculs ou des petits problèmes où il y a une réponse intuitive qui vient très facilement. Et en fait, cette réponse intuitive, elle est fausse. Et en réfléchissant plus, certaines personnes vont corriger et vont trouver la bonne réponse. Par exemple, si je donne un petit exemple, vous avez un étang et il y a une plante à la surface, hein, de cet étang, une plante aquatique qui recouvre peu à peu toute la surface. C'est une plante invasive et chaque jour, en fait, la plante, elle double de surface à la surface de l'étang. Et on va dire, après 48 jours, cette plante a complètement recouvert l'étang et on va demander, la question ce sera à partir de combien de jours est-ce que la plante avait recouvert la moitié de l'étang. Et la réponse intuitive, ce sera 48 divisé par 2, ce sera 24. On se dira, bon, voilà, à la moitié, c'était la moitié. Et ensuite, 48, c'était la surface totale. Et en fait, la bonne réponse, c'est 47, hein, si vous avez vu ou si vous avez connaissez oui, j'ai vu. 47 jours, parce que voilà, le jour avant, il y avait la moitié, et comme ça double chaque jour, c'est 48, on a la surface totale. Et là, on voit qu'il y a des gens qui se contentent de la réponse. Alors, bon, il y a des gens qui ne trouvent pas du tout la réponse, mais là, beaucoup de gens trouvent le 24, hein, le divisé par 2, et se contentent de cette réponse. Alors là, on fait l'hypothèse que c'est juste le système 1 qui parle, et on ne va pas le corriger, on va se dire, voilà, divisé par 2, ça double chaque jour, on divise par 2, c'est simple, et on ne fait pas d'effort, hein, de nouveau. Et celles et ceux qui ensuite trouvent 47, on fait l'hypothèse qu'ils ont eu aussi le 24 qui est venu, mais ils se sont dit, ah, maintenant c'est pas 24. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut mesurer ça. Et là, il y a effectivement, dans cette optique-là, les différences individuelles, elles seraient dans le système 2. C'est-à-dire, soit il y a des gens qui vont faire l'effort et qui ont un niveau d'éducation plus élevé qui leur permet de faire ces efforts, et certains moins. Voilà où seraient les différences individuelles, mais peut-être qu'il y a aussi des différences au système 1, tout ça, c'est ouvert aux recherches futures. Et le niveau géographique, il n'y a pas de... Si on part du principe que l'environnement social peut avoir une influence sur les biais, la géographie pourrait avoir un impact du coup Oui, exactement. Hein. Alors peut-être que les biais, ces biais cognitifs liés à la survie, ceux-là, on peut penser qu'ils sont un peu chez tout être humain, on pourrait les retrouver. Par contre, tous ces biais psychologiques et sociaux, ils dépendent de la culture, effectivement. Et il y a des études qui ont été faites, hein, on mesure ces biais cognitifs dans plein de pays différents dans le monde. Alors, la variation culturelle, elle n'est pas totale parce on prend quand même des gens qui savent lire et écrire et qui sont souvent des étudiants, soit à l'école, soit à l'université, pour des raisons pratiques. Donc, on sous-estime sans doute les différences culturelles, mais on trouve à la fois que le biais cognitif existe chez tout le monde, mais il y a des fortes différences culturelles. Donc, on peut imaginer un peu des deux, que les biais apparaissent un peu partout, mais qui peuvent être même annulés, hein, par la culture ou par l'apprentissage culturel. Ok. Bon, maintenant, passons à la question un peu qui fait parler d'elle. Hein. Est-ce que, même si elle est plutôt logique, la réponse est plutôt logique, peut-on s'émanciper de ces biais cognitifs ? Oui, alors là aussi, bonne question. On est aussi en train de faire des études pour voir si, est-ce que l'hypothèse, hein, c'est que d'avoir connaissance de ces biais, ça va nous aider à moins y succomber, parce que c'est quand même toujours assez attrayant. Et puis voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on est fatigué, on va quand même continuer à être parfois victime de nos intuitions. Mais on fait l'hypothèse que plus on entraîne ce système 2, plus on a un haut niveau d'éducation, et plus on a connaissance des biais cognitifs, plus ça les empêcherait de nous nuire. Et il y a quelques études qui suggèrent ceci, mais c'est pas rigoureusement prouvé. Voilà, pour l'instant, on fait des recherches, mais il semblerait que ça marche assez bien. On trouve quand même que ça fait un effet. Mais bien sûr que les croyances complotistes ou les croyances paranormales, c'est pas seulement une affaire de biais cognitifs. C'est pour ça qu'on peut remarquer que ça réduit certaines croyances, peut-être d'une façon seulement temporaire. Ça faudrait avoir des études à long terme pour voir si c'est une réduction seulement à court terme ou à moyen ou long terme. Mais disons, il y a aussi des facteurs sociaux et culturels, et ça, on ne peut pas tellement
les modifier aussi facilement. Alors, on peut facilement faire un apprentissage de pensée critique ou faire une information sur les biais cognitifs. Par contre, changer les caractéristiques de notre culture, de notre société, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est plus compliqué, en effet. Voilà. Et par exemple, les théories du complot, on a remarqué que c'est lié à certains biais cognitifs, comme ce biais de corrélation illusoire dont on parlait. Il y a certaines personnes qui se disent « Ah, c'est bizarre », donc données erratiques, c'est bizarre. Le virus vient de Chine, la 5G vient aussi de Chine, donc il y aurait un lien entre la 5G et le virus ou le vaccin. Et voilà, ce genre de liens sont faits assez régulièrement. Oui. Alors, est-ce que du coup ces biais, il faudrait ne pas les considérer à tort comme des tares en fait? Est-ce que les biais ne seraient pas des tares qu'il faudrait éradiquer? Comment en fait on pourrait savoir si un biais nous est avantageux ou désavantageux dans notre contexte actuel? Parce qu'il y a sûrement encore des avantages qu'on peut trouver. Est-ce que vous auriez des exemples de biais qui nous sont avantageux dans notre monde maintenant, dans notre ère de l'information? Oui, alors c'est vrai que finalement, dans notre fonctionnement quotidien, quand il s'agit, parce que notre cerveau, il utilise plein d'heuristiques. Par exemple, quand on joue, on fait du sport, quand on tape dans une balle, notre cerveau, il estime quelle va être ou quand on reçoit une balle de l'adversaire, notre cerveau va estimer à quel endroit le ballon va arriver, à quelle vitesse, etc. Donc ça, c'est que des heuristiques. Donc elles sont très utiles, ce genre d'heuristiques. Celles qui sont moins utiles, c'est celles qui concernent le savoir et la connaissance. Donc quand on parle de théorie du complot, de théorie paranormale, tout ça, c'est de la connaissance. Est-ce que la télépathie existe? Est-ce que tel ou tel complot existe? Et c'est là que nos intuitions sont pas bonnes, parce que pour connaître ces phénomènes, pour savoir s'ils sont vrais ou faux, il faut des études, des enquêtes professionnelles ou des études scientifiques. Il faut pas nos intuitions sont vraiment insuffisantes. Donc je dirais dans ce domaine-là de la connaissance, c'est assez clair que les intuitions seront mauvaises. Les seules intuitions utiles dans le domaine de la connaissance, c'est l'intuition du scientifique qui tout à coup, c'est le fameux Eureka, tout à coup la nuit ou dans le bain, tout à coup on pense à une chose. Mais c'est une idée qu'on a qui peut être vraie ou fausse, parce qu'il y a aussi des intuitions qui se révèlent fausses, mais c'est juste le premier pas de l'étude scientifique. Ensuite, on va faire de nombreux tests empiriques pour voir si cette intuition était bonne ou pas. Et il faut qu'elle soit confirmée par nos données, mais que aussi les autres scientifiques confirment. Ça pourrait être notre méthode qui a un biais et qui conduit à l'erreur. Donc voilà, je dirais, c'est ça qui... On peut dire que certaines heuristiques, certains biais sont néfastes, et surtout dans le domaine de la connaissance. Ok. Et du coup, pour contrer ces biais néfastes, est-ce que c'est possible de les atténuer? Vous en avez brièvement parlé avant, mais est-ce que vous auriez des conseils concrets que les auditeurs et que moi-même pouvons mettre en place pour parer ces biais? Oui, alors il y a d'abord, comme je le disais, la connaissance. Par exemple, la corrélation illusoire. Une fois qu'on connaît ça, on va être sensible à ce biais. J'ai pris l'exemple de guérir quand on fait quelque chose et on a attribué la guérison à ce qu'on a fait. Mais il y a plein d'exemples. La superstition chez les sportives et les sportifs, c'est pareil. Un sportif va tout à coup mettre des vieilles chaussettes à son oncle qui était champion, et il va gagner quelques matchs avec ça, et il va en tirer de nouveau corrélation illusoire. Il va dire c'est grâce à cette chaussette que j'ai gagné, et il va en tirer une croyance qui en plus peut devenir vraie. C'est-à-dire que parfois de croire à des choses fausses, ça peut devenir vrai simplement parce qu'on y croit. Ça, c'est aussi fascinant chez les croyances, c'est que ce sportif, ensuite, s'il oublie une fois de mettre cette chaussette, en fait, il va être nerveux, et il a plus de chances de perdre. Donc en fait, la chaussette devient un élément qui lui permet de diminuer le stress et donc de mieux performer. Donc la croyance peut devenir vraie, et ces croyances-là, elles peuvent apparaître vraiment dans tous les domaines. C'était quoi votre question? Des conseils concrets. Ah oui, des conseils, voilà. Ouais. Oui. Alors de connaître ce biais, effectivement, ça va nous aider à se dire, voilà, c'est une coïncidence, mais je ne peux pas en inférer que c'est un lien de causalité. Et ça arrive dans tous les domaines. Dans le domaine de la télépathie, justement, il y a l'exemple, vous pensez à une personne, cette personne, elle ne vous a pas appelé depuis bien longtemps, et le lendemain ou une heure après, la personne vous appelle. Et vous dites, mais
c'est pas une coïncidence, hein. C'est parce que j'ai pensé à elle, donc télépathie, que cette personne m'a appelé. Mais vous avez oublié toutes les fois où vous avez pensé à la personne qu'elle vous a pas appelé, parce que c'est pas frappant, et vous oubliez aussi le nombre de fois où la personne vous a appelé sans que vous ayez pensé à elle. Et donc, là, on voit qu'on est focalisé ici sur les biais, et voilà, ça peut apparaître comme ça peut apparaître aussi l'exemple de la pleine lune. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que la pleine lune les empêche de dormir, parce que c'est aussi un biais cognitif, c'est-à-dire que quand on a une insomnie, on se lève, on voit que la lune est pleine, et on se dit, si ça arrive quelquefois, on se dit, ah ben, il y a un lien entre cette pleine lune et mon insomnie, alors qu'on ne se rappelle pas des fois où on a eu une insomnie, mais qu'il faisait nuit, parce qu'on ne s'est pas exclamé quelle belle absence de pleine lune en regardant par la fenêtre. On voit bien une pleine lune, c'est beau, c'est frappant, l'obscurité c'est normal, donc on l'a pas vu. Et on n'a pas remarqué non plus si la lune était pleine ou pas quand on a bien dormi, puisqu'on a bien dormi. Ça aussi, voilà, il y a plein d'exemples de ce biais de corrélation illusoire dans tous les domaines, et le fait de le connaître, ça nous aidera quand même à se dire, ah ouais, attention, à pas toujours interpréter ces choses-là comme des coïncidences. Donc je suis renseigné. Voilà, interpréter ça comme des liens de causalité, pardon. Et après, il y a d'autres, ça c'est juste la connaissance du biais, il y a d'autres choses qu'on peut faire, qu'on peut conseiller, qui seraient liées plus directement à certains biais. Par exemple, le biais de confirmation, cette tendance qu'on a à vouloir toujours confirmer ce qu'on pense. Alors, les scientifiques, ils ont inventé justement un système où, si vraiment les données disent que ce que vous pensez est faux, vous avez toujours des moyens d'essayer de vous en sortir, mais au bout d'un moment, on vous dira non, mais vraiment ça ne joue pas, votre théorie elle est fausse. Donc là, on est obligé. Mais pour nous, quand on n'est pas scientifique, on a toujours cette tendance à avoir des biais de confirmation. On peut essayer de lutter contre ces biais. Par exemple, quand on doit décider quelque chose, on va prendre une décision, et on va garder les autres options en disant, j'aurais pu aussi faire comme ceci ou comme cela. Donc, les hypothèses alternatives, il faut les noter. Puis ensuite, il faudrait essayer de les évaluer plus tard. C'est-à-dire se dire, il s'est passé 6 mois, moi j'ai choisi cette solution-là. Voilà les résultats. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi l'autre option? Donc, essayer de faire un bilan ou une espèce de comparaison en gardant les hypothèses alternatives en tête, puisqu'on a tendance toujours à se focaliser uniquement sur notre hypothèse et à oublier les autres. Voilà, il y a différentes recettes qu'on peut appliquer pour certains biais pour essayer de lutter contre eux. Donc les auditeurs qui nous écoutent font déjà un grand pas en avant en nous écoutant finalement, juste en écoutant ce podcast pour les instruire. Voilà, c'est ça, c'est l'idée du livre ou de la connaissance. Parce que ça marche aussi. Par exemple, en psychologie sociale, on étudie les techniques de manipulation. C'est pas les biais cognitifs, mais bon, ça peut être basé aussi sur des biais cognitifs. Mais techniques de manipulation, c'est par exemple, c'est plutôt dans le domaine du comportement, certains comportements qui manipulent un peu les autres. Par exemple, si vous demandez de l'argent dans la rue, voilà, il y a peu de gens qui vont vous donner, par exemple, des expériences où on a demandé 2 francs en Suisse, par exemple, actuellement, vous demandez 2 francs dans la rue. Peu de gens vont vous donner 2 francs. Dans l'essai qui avait été fait, c'était 10%, une personne sur 10. Par contre, si vous demandez juste avant, vous dites, est-ce que vous avez l'heure? Et là, les gens vont accepter, parce que ça ne coûte rien de donner l'heure, et tout le monde accepte de vous donner l'heure, et ensuite vous demandez 2 francs. Et là, on a remarqué que ça peut aller jusqu'à 40% de gens qui vous donnent ces 2 francs. Ça, c'est les techniques de manipulation. Et là, c'est bien clair que quand vous êtes averti que cette technique, ça marche, quand quelqu'un vient vous demander l'heure, et qu'après il vous demande autre chose, vous allez dire, ah ouais, là, non, je ne vais pas me faire avoir. Donc ça aide de connaître quand même ces techniques ou ces biais. Voilà, parce que ça nous rend attentifs à ne pas y céder. Oui, c'est intéressant. Le fait qu'on est plus enclin de dire la 3e fois oui ou même la 2e fois oui quand on a déjà répondu à l'affirmatif avant, c'est quelque chose c'est assez marrant. Je pensais que vous alliez faire je pensais que vous alliez parler de l'effet de contraste quand vous avez parlé de 2 francs. Demander 10 francs et ensuite 2 francs, peut-être que ça marche aussi. Voilà, c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Ça pourrait marcher. Ça, c'est la technique du. Alors, c'est l'effet de la porte au nez, voilà, exactement. Vous demandez d'abord beaucoup. Vous savez que les gens vont vous dire non, puis ensuite vous demandez moins. Et la deuxième demande paraît moins forte. Donc, soit vous demandez 2 francs directement, et si vous dites non d'abord 10 francs, les gens vous disent non. Puis alors, est-ce que vous n'avez pas plutôt 2 francs? Là, plus, ça risque de bien marcher. Ouais, effectivement. Et est-ce que vous, comme on arrive gentiment à la fin de cette salve de questions, est-ce que vous auriez un biais
favori, un biais qui vous passionne. Oui, alors il y en a plusieurs. Si je peux en donner plusieurs, bon, parce que j'en Oui, ai bien déjà sûr. parlé de certains. Les plus importants, je dirais, c'est le biais de confirmation, parce que tout ce qui est politique, tout ce qui est Mhm, mhm. toutes les luttes idéologiques hein, sur Twitter, toutes Oui, la violence, disons, maintenant on a tendance à dire que notre société est en train de se polariser. Cette mhm, polarisation, elle est beaucoup due à ce biais de confirmation. Donc celui-là, il est oui, très important. Et l'autre qui est très important pour moi, c'est le biais de corrélation illusoire, parce qu'il est à la oui. source de plein de croyances. On a vu tous Plein les de complots, exemples, oui. les croyances ésotériques avec la pleine lune ou la télépathie, les croyances complotistes, Mhm, les croyances superstitieuses, etc. Et je dirais mhm. le troisième, pour en ajouter un qui est intéressant, que j'aime bien dans notre livre, c'est le biais du point aveugle, parce qu'il est un petit peu ironique, c'est que non seulement on a des biais cognitifs, mais en plus, On on les voit pas. arrive moins à voir les biais cognitifs chez nous que chez les autres. Donc c'est ça Mhm, qui est assez amusant. Point mhm, aveugle, parce qu'on dit que le point aveugle dans l'œil, hein, c'est l'endroit où mhm, vous avez le nerf optique, et en fait dans notre œil, dans notre image, il y a un point noir, mais quand on regarde une scène, on ne voit pas ce point noir parce que notre cerveau il remplit avec la vision de l'autre œil. Donc mhm. voilà, il y a des petites expériences, hein, vous connaissez, pour voir ce point aveugle. Oui. Vous Mhm, avez deux points sur un écran et vous en regardez un, vous voyez l'autre de votre vision périphérique et vous reculez à une certaine distance et tout à coup je ne vois le plus. deuxième point disparaît. Et là, ça veut dire qu'il Mhm, passe sur le point aveugle. Bon, ça, ce serait l'idée du point aveugle, c'est que on est en partie aveugle à nos propres biais et on voit plus facilement aussi les défauts hein, d'ailleurs, ça marche oui, oui. aussi pour tous les défauts, on voit plus facilement les défauts chez les autres que chez nous évidemment. Donc Oui. voilà, ça c'est et c'est intéressant parce que ça montre aussi un certain danger ou un certain caractère un peu pernicieux des biais cognitifs, c'est qu'en plus Mhm. on a tendance, non seulement ils nous influencent un peu à notre insu, mais en plus on a tendance à pas les voir. Ne les oublier, oui. Voilà, c'est ça. Mhm. Écoutez, on arrive gentiment à la fin de cette entrevue. Alors j'ai encore deux petites questions. La première, c'est parce que depuis le début, vous dites biais cognitif. Mais est-ce que j'ai raison est-ce que je peux dire biais cognitif aussi ou, Ah oui, ou bien ça sûr, marche pas? oui, les deux, oui, cognitif. Ouais, c'est Ok. vrai que ouais, je ne sais pas à quoi est dû les deux C'était juste pour être certain que je passe pas cognitifs. pour un Oui. idiot. Non, c'est vrai, bonne question. Comme par exemple, certains disent physique quantique et d'autres disent quantique. Oui, c'est vrai. Il y a aussi les deux. Alors, c'est vrai, ça serait intéressant. Je me suis Mhm. jamais posé cette question. C'est vrai que gagner un GN, ça se dit plutôt cognitif. Pourquoi pas? Mais non, mais c'est une petite question comme ça. Mhm. Et finalement, j'ai une toute dernière question, une question qui n'est pas forcément en rapport avec les biais. C'est une question que je pose souvent à mes invités. Si vous aviez un livre à recommander, un livre qui vous a marqué, pas nécessairement dans la psychologie, ça peut l'être si c'est le cas, mais un livre qui vous est marqué au point que vous y pensiez maintenant quand je vous pose la question. Est-ce que vous en auriez un? Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il y en a beaucoup. Mais c'est Vous pouvez vrai en que dire plusieurs aussi. oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Ouais, oui, il y a peut-être un livre que j'aimais bien qui s'appelle, c'est Jacques-Philippe Lyons, Ok. un psychologue social belge qui avait publié il y a assez longtemps, mais le titre c'est Sommes-nous tous des psychologues? Et Mhm, c'est mhm. assez intéressant, c'est assez drôle. Il parle un petit peu pas forcément de croyances, mais un peu de biais cognitifs aussi. Oui. Et oui, j'aime bien ce livre parce qu'en fait, il partait de l'idée que, en fait, quand vous êtes physicien, en fait, les gens, alors on a on a toutes et tous une physique naïve, on sait que quand on lâche un Mhm. objet, il tombe, mais ça Mhm. s'arrête à peu près là, donc on a peu de connaissances en physique. Par contre, en psychologie, le problème qu'on a, c'est que tout le monde vit dans sa tête et donc tout le monde est un peu psychologue parce que ce qu'on décrit en psychologie, c'est ce qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. Et Mhm. donc la question, sommes-nous tous des psychologues, parce que justement on constate que tout le monde a un avis sur la Oui. psychologie. Et ça, Mhm. c'est intéressant. Et c'est vrai que avec les réseaux sociaux, ça devient un petit peu Mhm. aussi un petit problème parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui connaissent pas les biais cognitifs, qui Mhm. connaissent pas Mhm. la psychologie Oui. et en fait qui critiquent. Et ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire que voilà, tout le monde vit certaines choses, tout le monde a des croyances, donc tout le monde pense Mhm. qu'il ou elle peut dire des choses Oui. sur ce phénomène, alors que voilà, il faudrait quand même un peu plus d'études ou d'études Mhm. scientifiques ou de connaissances pour juger. Ouais, les gens qui font preuve d'assez d'humilité pour dire qu'ils ne peuvent pas s'avancer sur un sujet se font rares, Voilà, mine de rien. c'est ça. Tout le monde a un avis, maintenant tout le monde a Mhm. une opinion. Oui, c'est ça. Et, et ça peut mener des fois ça peut être le résultat de biais, des Mhm. fois.
Voilà, c'est ça. Puis bah, de la mauvaise information, parce qu'on est, Oui. on est spécialiste de un ou deux domaines, mais il y a beaucoup plus de domaines dont on est non Mhm. spécialiste. Et le Oui. problème d'Internet, c'est que tout le monde parle sur tous les sujets, comme on peut le faire à l'apéro, hein, quand on Mhm. refait le monde. Mais voilà, quand on refait le monde, ça se referme avec nous. Par contre, sur Internet, il y a des gens Ah, qui ça. se mettent Oui. ensemble et qui disent ah mais moi je pense la même chose, et ça crée justement cette fameuse polarisation Mhm. dont on parlait. Et ça fait un écho avec la citation on revient sur la citation de Umberto Eco. Voilà, exactement. Exact. Eh bien, toi qui nous écoutes, sache que si ce sujet t'intéresse et que tu aimerais aller un peu plus dans le détail, je ne peux que te recommander le livre de monsieur Pascal Wagner-Egger, qui, je dois bien l'avouer, m'aura été fort utile pour mon travail de recherche. Et comme on l'a vu, se renseigner, c'est aussi un peu en quelque sorte lutter contre ses propres biais. Eh bien écoutez, merci beaucoup, monsieur Pascal Wagner-Egger, pour votre temps, pour vos réponses, pour votre savoir et votre sagesse. Merci à vous pour vos questions intéressantes et intelligentes. Merci. Sur ce, toi qui nous écoutes, où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. Quant à vous, monsieur, je vous remercie encore une fois et vous souhaite une très bonne continuation. Merci, pareillement.